Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire exceptionnel qui arrive dans la série des webinaires organisés par Morocco-Sim, qui est la société marocaine de simulation en santé. Et l'idée de ces webinaires mensuels, c'est d'information et de formation dans le champ de l'éducation médicale d'une façon générale. Et pour ce webinaire d'aujourd'hui, mais j'ai vraiment le très grand plaisir, et du fond du cœur, je le dis, d'accueillir mon très cher ami, Sidi Tariq Sqali Husseini, qui est professeur de néphrologie et doyen de la faculté de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire de fait, et avant tout, un très grand ami avec lequel on a eu beaucoup de plaisir de travailler ensemble sur beaucoup de projets, avec une grande nostalgie, grandissime souvenir pour la troisième édition de l'HTI CFES. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Sidi Tarek. Sidi Tarek, c'est toi la parole. Bienvenue et vraiment, on est très fiers que tu sois avec nous. Vraiment. Shukran jazilan. Assalamu alaikum. C'est un vrai plaisir pour moi aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Quand tu m'as appelé pour me dire pour proposer ce webinaire, j'ai tout de suite accepté parce que je sais que tout ce que tu fais est de grande qualité, que c'est un travail d'équipe aussi et que j'ai eu le privilège de voir de très près ce qui est fait. Et c'est toujours un plaisir de participer. Donc, plaisir partagé. Et par partager, je vais partager l'écran. Si tu permets, je commence tout de suite cette présentation qui sera suivie bien sûr de la discussion. Et le thème qui m'a été proposé, c'est digitalisation de l'évaluation des étudiants en médecine. C'est un thème très important et qui a été fortement impacté par Covid. En reprenant mes anciennes diapositives, je suis tombé sur ce webinaire à l'époque où ça a commencé les webinaires. On est en octobre 2020, dans la période Covid, et les résidents de Rabat nous avaient demandé tous les deux, professeur Mouraoui et moi-même, de parler de l'avenir en fonction de Covid et Covid et le futur de l'enseignement médical et des études médicales. Et vous voyez que à l'époque, on savait déjà que cette pandémie Covid allait changer beaucoup de choses. Parmi les choses qui ont changé, vous voyez ici, j'ai fait une capture d'écran d'une revue générale. Et donc, pandémie, enseignement supérieur, les examens se dérouleront en distanciel, c'est officiel. Et j'ai mis à côté la note officielle de Monsieur le ministre nous disant qu'il faut passer au distanciel. Les examens se dérouleront en distanciel. C'est une révolution. On n'a jamais pensé qu'on allait si vite aller exécuter tout cela, le vivre de très près, alors que nous étions en train de discuter dans nos différentes commissions pédagogiques, dans les différentes facultés, comment introduire progressivement les évaluations numériques à distance. On osait à peine en parler. Et là, instruction, il faut le faire. On n'était pas les seuls. Partout dans le monde, tout le monde vivait la même chose puisque c'est une pandémie. Et vous voyez qu'il y a remote e-exams, vous le voyez sur cette diapositive, donc les différents types d'évaluation à distance et donc les échos à distance, l'avis des étudiants sur ces évaluations à distance, la perception par les enseignants, énormément d'articles sur tout cela. Et donc, il y a de quoi faire de nombreuses présentations sur les avantages et les challenges des examens électroniques. J'ai choisi de citer ici une revue de la littérature qui date du début de l'année 2025 et qui, justement, nous met en balance les avantages et les défis, puisqu'on ne va pas dire des inconvénients, mais des défis de ce mode d'évaluation. Vous voyez que les avantages sont nombreux, les défis aussi, et nous en sommes conscients. Avant de lire cet article, j'ai repris mes d'anciennes notes sur lesquelles on avait à la faculté fait une analyse SWOT de la situation et de cette volonté d'introduire les examens numérisés et on tombe exactement sur les mêmes éléments. Et dans cette revue de la littérature, tout est listé, énuméré et pour toute personne qui veut faire le plaidoyer ou qui veut
initier une telle pratique en étant consciente de tout ce qui peut arriver, c'est une très bonne revue de la littérature. On y parle d'énormément de points différents. Parmi les points qui peuvent constituer des challenges, il y a la maîtrise technique. Et cette maîtrise technique, ici, on cite les étudiants, on cite les enseignants, on peut aussi citer les fonctionnaires de la faculté qui sont aussi impliqués dans le processus. Mais je dirais que les étudiants sont les moins sujets à cette défaillance-là, et vu leur jeune âge, vu qu'ils ont toujours vécu avec du numérique. Mais il faut en tenir compte pour tout le monde. Il y a des challenges de sécurité. Ça, c'est primordial. Pendant un examen, si l'électricité s'arrête, tout tombe en panne, tout tombe à l'eau, et donc il faut un groupe électrogène. Si on a terminé des examens et qu'il y a eu un virus, tout tombe à l'eau. Et donc, si on a perdu notre disque dur, tout tombe à l'eau, et donc il faut un backup, il faut un deuxième serveur, etc. Énormément de côtés techniques de sécurité peuvent être cités. Il y a aussi la sécurité vis-à-vis de la fraude. Mais donc, je vais passer rapidement pour me focaliser sur d'autres points d'ordre pratique. Je passerai sur la complexité. Et juste pour vous dire, ici, j'ai mis une énumération des points que j'ai sortis de cet article pour vous dire que la liste est très longue. On peut même citer l'anxiété de l'étudiant vis-à-vis d'un outil informatique. Non pas qu'il ait peur de l'informatique, mais il l'utilise tous les jours, mais passer des examens avec un outil informatique, c'est-à-dire un changement et cette résistance au changement qui n'est pas propre uniquement aux personnes d'un certain âge, peut faire l'objet d'une anxiété qui peut impacter l'étudiant. Vous voyez que la liste est longue, et je vais plutôt me focaliser sur des expériences marocaines. Celles que je connais le plus sont de la faculté où j'exerce, mais les exemples sont très nombreux, et l'un des intérêts d'un webinaire comme celui d'aujourd'hui est de pouvoir en discuter. Le Maroc, conscient de cette importance, est allé vraiment dans le numérique, à l'échelle de l'université. En tout cas, il en a la volonté. Vous voyez ici My Moroccan University, une plateforme qui cherche à numériser tout ce qui est en rapport avec donc l'universitaire, que ce soit l'enseignement, l'évaluation, les ressources administratives et autres, avec le logo de notre université, l'université Sidi Mohamed Abdallah, puisque chaque faculté, chaque université à l'échelle marocaine s'est approprié cet outil et a développé des outils numériques. Certains de ces outils, je vais les énumérer ici. Mais avant de les énumérer, vous voyez que il y a des outils qui sont à disposition de tout le monde. La majorité des facultés de médecine, pharmacie, de médecine dentaire au Maroc disposent d'outils de correction automatique avec des logiciels, des scanners qui permettent la création des épreuves, de générer des grilles automatiquement, la correction des réponses, de générer des résultats, des statistiques, et d'utiliser ces statistiques pour améliorer l'utilisation des données qui ont été recueillies. Vous voyez par exemple sur le graphique en bas que le pourcentage d'échecs ou de réussite, mais aussi une courbe avec une distribution gaussienne qui témoigne d'une distribution normale dans un examen. Mais parfois, nous avons des situations particulières où certaines questions se détachent du reste. Elles peuvent être mal maîtrisées par des étudiants qui ont par ailleurs bien maîtrisé toutes les autres. On peut aller la chercher spécifiquement, l'analyser. On peut avoir un rendu comparatif par rapport aux années précédentes, et énormément d'aspects qui ont un impact pédagogique majeur. Un enseignant se doit d'analyser ces données-là lorsqu'il a mis à disposition un examen sous forme de questions à choix multiples qu'il peut utiliser pour améliorer son enseignement, évaluer son propre enseignement, dépister
détecter, déceler les failles éventuelles à améliorer, les lacunes dans l'apprentissage des étudiants. Bien sûr, il faut s'équiper, donc il faut des outils donc pour passer au numérique. Et parmi ces outils-là, il y a des moyens de surveillance qui doivent être mis en place et qui sont très importants. Ici, ce sont des photos des systèmes de vidéosurveillance qui existent un peu partout dans les facultés marocaines, des images de notre faculté. Et pour aller à l'évaluation, il faut bien sûr passer par l'enseignement. On peut avoir un enseignement classique avec une évaluation numérisée, comme on peut avoir donc un enseignement numérisé avec une évaluation classique ou combiner les deux. Les plateformes qui permettent de le faire sont nombreuses. Au sein de notre faculté, nous avons initialement, il y a 8 9 ans, choisi de commencer les évaluations numériques en utilisant la plateforme Moodle, tout simplement, parce que c'est une plateforme donc en libre accès, qu'elle est collaborative, qu'il y a des contributions d'un peu partout dans le monde par des secteurs très différents, pas uniquement le médical, pas uniquement l'universitaire, et donc énormément de possibilités de partage et d'utilisation de plateformes déjà existantes. Toute l'université a choisi d'utiliser la même plateforme et donc nous pouvions collaborer et continuer ainsi. Une capture d'écran de l'utilisation de cette plateforme dans le système d'enseignement. Mais vous voyez à droite, l'une des utilisations possibles, c'est l'évaluation à distance. Et j'ai mis ici une capture d'écran à partir d'une initiative de professeur Benjeloun, qui est pneumologue, qui demande à tous les étudiants qui passent en stage chez lui d'enregistrer chez eux des vidéos montrant qu'ils ont bien maîtrisé les apprentissages qu'ils ont dont ils ont bénéficié pendant leur stage. Et ici, donc vous voyez des photos ce sont des vidéos et qu'il visualise et il répond à ses étudiants à travers Moodle ou à travers une application de Google qui est Classroom, Google Classroom, qui permet aussi de suivre des petits groupes et de valider certains devoirs. Ici, un devoir, un exemple de devoir. Vous voyez ici aussi qu'il y a un système d'information, de gestion du centre de simulation. Notre centre de simulation, beaucoup d'entre vous le savent, s'appelle Céleste, Centre d'e-learning d'enseignement par simulation et de télémédecine éducative. Et nous avons récemment mis en place un système de gestion global de ce centre permettant les transmissions, l'enregistrement, la génération de cas cliniques, un portfolio étudiant, la gestion de tableaux de bord, etc. Mais j'ai mis en couleurs différentes un portfolio étudiant. Pourquoi? Parce que on peut avoir un e-portfolio, c'est-à-dire donc un document ou un espace dans lequel on recueille tous les apprentissages de nos étudiants de façon individualisée. Et donc, on analyse la masse, bien sûr, mais on analyse chaque profil d'étudiant de façon indépendante et cela nous permet d'adapter l'enseignement par la suite et c'est tout l'intérêt de l'évaluation formative d'une part, mais aussi de l'évaluation qui permet d'adapter la suite de notre formation. J'ai choisi un exemple de notre service. Vous voyez la date, c'est 2014. Donc, il y a un peu plus de 10 ans, nous avons, dans le cadre d'un mémoire de fin de spécialité, avec Dr Emile Zarq, élaboré un e-logbook, c'est-à-dire un portfolio numérique du résident en néphrologie, dans lequel on peut faire des évaluations et on peut assurer un suivi, évaluation par rapport aux objectifs tracés initialement et donc un suivi qui permet de dire à tel résident qu'il doit changer de secteur parce qu'il a atteint les objectifs de tel secteur ou d'intervenir pour lui dire à ce rythme-là, tu ne vas pas atteindre tous les objectifs en termes de gestes dans notre spécialité pose de cathéter de dialyse ou biopsie rénale ou autre.
en termes de profil de patient vu, et donc on peut changer de secteur pour l'exposer à des situations différentes parce que dans son logbook, on voit qu'il n'a pas atteint tous les objectifs. Donc le logbook, le portfolio est quelque chose de très intéressant et ça peut être numérisé, donnant accès à l'apprenant pour s'auto-évaluer, mais aussi à l'encadrant pour une évaluation. Donc, le système dont je vous ai parlé, ça, c'est un learning space et donc son lancement est prévu pour les prochains jours au sein de notre faculté. Les examens numériques, c'est l'un des objectifs de la période 2024-2026 au sein de la faculté, avec un centre d'examen numérique en termes d'infrastructure, mais aussi un système de gestion des examens. On va voir le processus de sa création, de son évaluation. Les objectifs, bien sûr, sont nombreux, mais c'est surtout une amélioration de l'efficacité du déroulement des examens en termes de performance, d'équité entre les étudiants, d'optimisation de l'utilisation des outils, de la centralisation des données, facilitation de leur analyse, etc. Et pour ça, on a besoin d'une infrastructure. Donc, il y a eu tout un réseau et je remercie toute l'équipe informatique de la faculté qui travaille sur cela. Et puis, par la suite, une architecture donc en réseau toujours, des serveurs, etc. Je vais passer sur le côté technique et des systèmes au sein de ce centre d'examen de télésurveillance et donc pour toute une série de mesures pour la sécurité. Vous voyez que parmi les mesures de sécurité, la numérisation peut aller même jusqu'à la reconnaissance faciale et cela est opérationnel actuellement. On l'a pas encore utilisé, mais c'est prévu pour janvier 2026, Inch'Allah, pour les prochains examens. Euh, Nous avons eu un événement malheureux à la faculté. C'est une étudiante qui a usurpé l'identité d'une autre étudiante pour passer l'examen à sa place en complicité, etc. Donc, vous voyez que la fraude peut aller très loin. Et pour être à l'abri de tout ça, bien sûr, il y a des systèmes d'empreintes digitales, mais sans rien vous cacher, la CNDP nous a interdit de garder une base de données des empreintes digitales des étudiants. Nous avons donc eu recours à un système de reconnaissance faciale. Pour aller encore plus loin dans la discussion de la fraude, je vous rapporte l'expérience du dernier concours d'accès des études médicales que nous avons tous vécu de la même manière dans les facultés publiques de médecine, pharmacie dentaire marocaine. Et on est cet outil-là que vous voyez devant vous, qui permet de détecter la présence d'un signal et donc une éventuelle tentative de fraude. Vous voyez ici son utilisation et vous voyez qu'il a permis de détecter des fraudes multiples, malheureusement. Et donc, ce souci de lutte contre la fraude est très important et le recours dans le centre d'examen à des moyens de lutte contre la fraude est important. Quand on utilise un outil numérisé, ça ça nous permet d'optimiser les choses. Par exemple, les étudiants ne passent pas l'examen dans le même ordre, les questions ne se passent pas dans le même ordre, donc on ne peut pas copier de celui qui est à côté, on ne peut pas revenir en arrière si on a paramétré le système de la sorte. Et je ne vous le cache pas, là non plus, je ne vous le cache pas, nous avons eu toute une discussion avec nos étudiants qui ont fini par accepter le fait que nous avons un système qui va en avant. Sur le plan pédagogique, il permet de poser, par exemple, des QCM en cascade, et donc on peut aller plus loin. Quel est l'examen complémentaire suivant dans telle situation? Et l'étudiant peut répondre correctement ou pas. Et dans la question suivante, on lui dit, l'échographie était l'examen à demander et voici les données, comment vous les interprétez. Et on va ainsi, des choses qu'on ne peut pas faire si on ne numérise pas. Et donc, au-delà de la lutte contre la fraude, il y a un intérêt pédagogique certain. Donc notre centre d'examen est en cours d'équipement. Il compte actuellement 165 postes
connectés, ce qui nous a permis cette année de passer les examens de la filière pharmacie en grande partie, de la filière dentaire en grande partie, parce que les effectifs sont inférieurs à 165 étudiants par promotion, et une partie, on peut maintenant l'introduire donc dans la filière de médecine anglophone. Là aussi, les effectifs sont inférieurs à 165. Et pour la médecine francophone, nous prévoyons d'augmenter le nombre de postes et de passer les examens en 2 temps. Vous voyez la répartition des salles, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'était juste pour vous montrer avec des photos que c'était du concret et que c'est l'avenir des évaluations avec un système numérisé, avec des fonctionnalités qui permettent la création, la gestion des examens, l'inscription des candidats, la surveillance des sessions d'examen, la notation et l'analyse des résultats. D'ailleurs, la surveillance par caméra des étudiants qui sont en train de passer peut être aussi automatisée. On peut même s'aider de l'intelligence artificielle pour voir s'il y a des comportements anormaux. Et donc, la surveillance devient beaucoup plus facile. Cela porte un nom, c'est le proctoring. Et le proctoring permet de justement d'avoir beaucoup plus de fiabilité. Il est utilisé pour les examens numérisés à distance, mais vous voyez que jusque-là, je n'ai pas parlé d'examen à distance en dehors de l'expérience 2020 pendant la période Covid. On n'utilise pas d'examen à distance. Pour élaborer ces examens, il y a des outils donc gratuits comme Model Quiz Maker. Mais Model Quiz Maker nous élaborer des QCM, des questions tutoriels, des appariements, drag and drop et d'autres modalités d'examen. C'est très intéressant et donc ça nous permet d'élaborer des examens divers, variés dans différentes disciplines, parfois même celles réputées non appropriées à des examens numérisés. J'ai choisi parmi les photos des examens de la dernière session des photos de professeurs le Kouwesh, donc par exemple à gauche, ou l'équipe d'anatomie qui est en train de surveiller un examen d'anatomie entièrement numérisé. Et donc, je salue la flexibilité, le sens de la résilience qui a permis à l'équipe de passer des schémas dessinés, etc., à cette forme d'examen. Mais ce n'est qu'une étape puisque nous prévoyons de nous doter de tablettes qui permettent de dessiner et donc de permettre donc de retourner au dessin, mais de façon différente, numérisée, pour mieux évaluer ces examens. Voici quelques chiffres. Nous avons, durant la période 2022-2024, eu 97 évaluations et en 2025, pendant les 3 premiers trimestres, nous avons eu 98 évaluations en utilisant ces plateformes et ce centre d'examen, des évaluations lors d'examens cliniques, lors de tests de positionnement en langue, lors d'examens de fin de stage, lors de modules d'examen de première ou de deuxième session. Maintenant, la perspective très très proche, c'est celle de janvier 2026. Et vous voyez ici notre support, donc notre système bon, l'animation ne marche pas, mais le système Al-Qarawiyyin est un système à développement local donc qui permet une correction intelligente pour aller plus loin, parce qu'on veut aller au-delà des QCM, et au-delà des QCM, c'est évaluer l'écrit, le rédactionnel, et c'est quelque chose de très important. Si l'animation avait marché, je vous aurais montré ce que nous avons prévu en termes de défis d'utilisation, etc. Mais je peux vous le dire aussi oralement. Ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui se développe un peu partout dans le monde. Ça s'appelle le machine scoring, d'épreuves écrites. Ça peut même aller jusqu'à l'évaluation du raisonnement clinique écrit. Et il y a des publications qui montrent comment faire pour atteindre tout cela. Il y a des sociétés qui vendent maintenant cette solution. J'en ai testé plusieurs et je peux vous dire que finalement, on ne trouve
pas une solution qui réponde à tout ce qu'on veut développer. Et c'est pour cela qu'à la faculté, on a décidé de développer la nôtre. Elle est prête. On a commencé à la tester. Les résultats sont très prometteurs et nous allons faire des tests grandeur nature pendant les prochains examens. Donc, l'étudiant euh, écrit du texte sur des feuilles destinées à être scannées. Les feuilles, donc après l'examen, les feuilles sont scannées, anonymisées, numérisées, c'est-à-dire que son écriture est reconnue et transformée en digital, en texte tapé, puis elle est évaluée par rapport ces réponses sont évaluées par rapport aux réponses de référence apportées par l'enseignant. L'enseignant corrige 25 à 30 copies de référence. Il donne des notes en utilisant cette grille-là et l'intelligence artificielle analyse la façon de corriger de l'enseignant et l'applique à toutes les copies pour permettre une correction uniforme, équitable, sans les aléas liés à la correction manuelle par un être humain, sa fatigue, son humeur, la difficulté à lire du texte, etc. Et donc, tout cela permet d'avoir un bon feedback. Le feedback va plus loin. On répond à l'étudiant que voici votre note, voici pourquoi vous avez eu cette note, en soulignant les mots-clés importants qu'il a sortis, en lui disant ce qui manque dans sa réponse et pourquoi il a eu telle note par rapport à la note maximale attendue. Donc, vraiment, beaucoup de nouveaux par rapport à une simple évaluation. Il y a d'autres examens numérisés. J'ai mis ici un scanner de l'âme tout simplement parce que l'une des expériences réussies dernièrement dans notre faculté est celle de professeur Chbeni et son équipe qui ont commencé à faire de l'enseignement d'un appât numérisé et avec une évaluation numérisée qui suit donc une enquête qu'elle vient de me transmettre il y a une semaine qui montre que 78% des étudiants sont parfaitement satisfait du passage au numérique et si on peut même aller plus loin en incluant d'autres qui sont donc hésitants. Il n'y a pas vraiment j'ai lu les commentaires dans l'espace libre mis par les étudiants. 178 étudiants ont répondu et on voit que il n'y a vraiment pas de réaction négative. On peut aussi continuer à améliorer les choses en ayant recours à l'intelligence artificielle qui peut même nous aider à faire de l'auto-évaluation. D'autres examens numérisés, ce sont des ECOS, les examens cliniques objectifs structurés ou standardisés, et cette fois-ci en ajoutant du digital ou du numérique. Il y a des études ici en 2025, des études qui comparent les ECOS virtuelles aux ECOS présentielles et avec énormément de possibilités qui s'offrent à nous. Ce n'est pas cher, c'est facile, et ça peut concerner différents aspects de ces examens cliniques. Ça peut aller de leur élaboration, donc l'éditeur, ça peut aller à l'évaluation elle-même lors de ces écosses et au suivi du déroulement des écosses pendant la phase d'implémentation ou la phase de déroulement. Et donc, il y a des articles, encore une fois, qui détaillent clairement comment peuvent se passer les examens cliniques dans leur phase préparation, exécution et évaluation par ces écosses-là, ces écosses numériques. Je terminerai pour tenir les 30 minutes qui m'ont été imparties pour la première partie en parlant de la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation en matière d'examen numérisé. Vous le savez tous, 2025, juillet 2025, nous avons eu, dans le cadre de la réforme des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques nouvelle génération, un nouveau cahier de normes pédagogiques national vous voyez que dans le premier article, on peut lire يلقن التكوين في الطب عن طريق التعلم الحضوري ويمكن اللجوء إلى التعلم عن بعد عند الاقتضاء. Vous voyez que c'est très prudent maintenant on a une limite à un tiers de la plage horaire impartie à un module disciplinaire qui peut être faite à distance, mais on ne parle pas de l'évaluation à distance et cela est peut-être quelque chose dans laquelle on n'a pas suffisamment osé.
peut-être pour ne pas aller vers quelque chose qui n'est pas encore suffisamment maîtrisé. دونك تتم عملية تقييم المعارف والكفايات بالنسبة لكل وحدة حضوريا. سي بيان بريسيزي حضوريا، بما في ذلك الوحدات التي تعتمد التدريس عن بعد. Donc on peut enseigner à distance, mais on ne peut en aucun cas évaluer à distance. Vous voyez que dans la répartition des volumes horaires, il y a aussi des power skills, et donc parmi ces power skills, il y a les langues. Et donc nous avons eu Rosetta Stone l'année dernière, qui était un outil qui permettait l'évaluation à distance finalement. Euh, ou en présentiel, mais en tout cas numérisé pour un niveau de langue. Cette Rosetta Stone était coûteuse pour le budget de l'État, puisque c'était des abonnements en centaines de milliers d'abonnements à l'échelle nationale, payés du budget de l'État, que ce n'était pas approprié sur le plan culturel et dans le choix des langues parfois en notre contexte. Et donc c'est pour cela que la semaine prochaine, à Dakhla, le samedi prochain, il y aura, dans 10 jours, il y aura le lancement de Ilora Sup. C'est une plateforme nationale qui commence par 5 langues, dont la langue arabe et la langue amazigh. Donc, la sixième langue sera le chinois ou le mandarin. Et donc, c'est quelque chose qui va se développer très progressivement et dans laquelle l'évaluation à distance sera possible. Donc, peut-être adieu Rosetta Stone. Dans le suivi de nos étudiants, il y a la possibilité d'avoir une annexe au diplôme. Donc, فيما يسمى الملف التراكمي للطالب, c'est-à-dire ce qu'il a pu développer en plus de ce qui est exigé. Et là encore, le e-portfolio dont j'ai parlé tout à l'heure peut être très intéressant. Et je termine par le projet de loi 5924 sur l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, qui est adopté donc le 28 août 2025 au Conseil du gouvernement et qui est actuellement en cours de discussion pour passer au Parlement. Et on voit qu'il y a une rubrique consacrée à la numérisation. C'est une loi cadre, donc elle énonce le principe et c'est à nous par la suite de développer tout cela. Donc en conclusion, la numérisation des évaluations va permettre la résilience de ce système d'évaluation. Il faut qu'on anticipe les risques, il faut qu'on soit flexible, qu'on planifie, qu'on se protège contre les menaces et qu'on s'adapte aux changements pour atteindre nos objectifs. Et l'objectif, c'est de former les médecins, les pharmaciens, les dentistes ayant les meilleures compétences possibles et des compétences identifiées à l'avance, annoncées aux étudiants avec tout un cheminement pour y arriver ensemble. Ma deuxième conclusion, c'est que trop de numérique, trop de standardisation peut nuire à notre objectif. Et le vrai génie réside dans l'aptitude à évaluer l'incertain, à évaluer le hasardeux, à évaluer les informations conflictuelles. C'est comme cela que Winston Churchill, il y a un siècle, avait décrit les choses et c'est tellement vrai même aujourd'hui. Ma dernière diapositive de conclusion et concerne la date d'aujourd'hui, le 19 novembre 2025. Aujourd'hui est en train d'attribuer le trophée donc de meilleur joueur, des meilleurs trophées de CAF Awards de l'année 2025. Nous avons tous espéré l'année dernière et l'année d'avant que Hakimi la remporte ou que Bono l'année d'avant la remporte. Mais cela n'a pas été le cas. Beaucoup de Marocains ont senti que c'était une injustice et dans l'évaluation, il ne faut surtout pas qu'il y ait ces injustices. Il faut que tout le monde se sente à l'abri, protégé par un système clair. Et Patrice Motsepe, le président de la CAF aujourd'hui, va nous annoncer que Hakimi, Inch'Allah, est Ballon d'Or 2025 sur des critères clairs, établis, et le meilleur système d'évaluation est celui qui donne aux méritants ce qu'ils méritent. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup. Ça nous a donné de la chair de poule, la dernière diapo. Est-ce que les résultats sont déjà sortis ici, Taleb? CAF World. Est-ce que c'est déjà sorti? Euh, non, ils sont arrivés je pense que pour Hakimi, c'est pas encore sorti.
Mais pour les autres, on a la meilleure équipe des moins de 20 ans, on a le meilleur jeune joueur, le meilleur jeune joueuse. On n'a pas Et le mal meilleur, été et le remporté meilleur par les gardien mêmes. peut-être. Et on est arrivé à Salah, Osimhen et Hakimi, et l'un des trois va avoir le trophée dans quelques minutes. Eh ben, peut-être qu'on va le savoir en plein Pardon? webinaire. Alors, c'est à l'heure. Est-ce que tu peux déjà... Oui, 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 donc est-ce que tu peux Inch'Allah. déjà arrêter le partage? Je te remercie déjà Arrêtez le partage. pour cet aperçu. Mais alors là, vraiment, Oui, moi, je suis resté bouche bée par rapport à tout ce que tu as raconté, par rapport à tout ce que tu fais à cette magnifique faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai bien aimé le passage quand tu as parlé de, particulièrement ton passage où tu as parlé de l'usage de l'intelligence artificielle dans la collection où l'appareil commence à apprendre comment justement évaluer. Donc, ce n'est que du bénéfice et ça ne peut qu'apporter beaucoup de plus dans le système de l'évaluation. Donc, encore une fois, merci beaucoup et on va lancer la discussion. Alors, les amis, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou là, vous pouvez prendre la parole tout simplement. Il n'y a pas de problème. Je vois que nous avons un panel extraordinaire. Il y a les Adib, les Timou, les Ansari, les Bourta. Donc, franchement, waouh, que du bonheur. Très bien. Alors, c'est-à-dire que j'ai une première question de la part du professeur Kewino. Alors, non, il te dit, j'ai une remarque sur la standardisation. Déjà, les QCM sont une forme de standardisation. Je pense qu'elle est nécessaire. Par contre, on doit, ou là, on peut multiplier les différents types d'évaluation. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu peux juste activer ton micro, s'il te plaît? Voilà, cher ami. C'est- excuse-moi, ça s'est coupé pendant ta question. J'ai entendu le terme standardisation Alors, et oui, en fait, non, il te dit, il pense qu'il est nécessaire de standardiser les QCM et surtout de multiplier les types d'évaluation. Ne pas rester que sur du budget. oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. Je vais vous parler d'une anecdote. J'ai reçu il y a un mois un étudiant de notre faculté qui a monté une start-up, qui a maintenant une société aux États-Unis, qui est arrivé en septième année, qui n'a jamais soutenu. Parce qu'il s'est intéressé à ce qu'il faisait et là, bon, on cherche à le faire soutenir. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a développé un système d'analyse des questions posées pour pouvoir prédire les questions qu'ils vont poser par la suite. Et il veut le mettre à disposition des étudiants. Imaginez les choses. Donc, il ne va pas les étudiants à avoir de meilleurs. Il va les aider en payant à avoir la prédiction de la question qui va être posée ou des QCM qui vont être posés. Donc, si on n'élargit pas énormément notre base de données des QCM et si on ne dit pas le mode d'évaluation, on va directement droit au mur. Deuxième remarque, certains pays ont déjà choisi de consacrer un pourcentage minimum à chaque type d'évaluation en disant que le rédactionnel ne doit pas constituer moins de 30% des évaluations de l'année, parce que si on va vers la facilité des QCM, qui ne sont pas si que ça en tête, on va avoir des étudiants qui n'ont plus, des lauréats qui n'ont pas eu l'habitude de rédiger. Et donc, après, comment on peut leur demander de rédiger des rapports et tout ça? Il y a des pertes de compétences donc, qu'on va voir à cause de ce mode d'évaluation exclusif par les QC. Complètement d'accord. Alors, il y a une autre question, je pense, c'est Zakaria. Alors, il te dit, est-ce qu'il y avait une évaluation de l'utilité de ces derniers moyens utilisés dans le dernier concours d'accès? Parce qu'on a vu ces photos-là sur le concours d'accès. Est-ce qu'il y a eu... Oui, voilà. oui. Et ils ont été évalués. C'est censé être évalué par ceux qui les ont conçus en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi avec les autres utilisateurs, qui sont les académies
donc d'enseignement pour le primaire, secondaire et les secondaires, mais aussi par les centres d'examen de voitures pour avoir le permis, etc., parce que ça a été utilisé un peu partout. Ça a été développé par l'université Mohamed VI Polytechnique et donc c'est eux qui détiennent les données et nous, on ne peut pas évaluer puisque c'est eux qui détiennent les données, mais ils ont promis de le faire. Sur le vécu, cela nous a permis d'abord de faire peur aux fraudeurs, peut-être, à certains fraudeurs, je l'espère, mais Ouais. à donner une image de volonté de lutte contre la fraude à toute la communauté, à toute la société, parce que on ne peut pas rester les bras croisés. De donner aussi un signal fort que si les fraudeurs utilisent les nouvelles technologies, les lutteurs contre la fraude doivent aussi utiliser les mêmes moyens pour lutter, sachant que les fraudeurs ont toujours une longueur d'avance. Donc, ça n'a pas été évalué, mais nous avons eu des cas interceptés grâce à ce système. Très bien. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Tarek. J'ai eu l'honneur il y a 2 ans de faire un superbe DU sur Paris-Sorbonne sur la santé digitale. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a une chose, la phrase de l'année hein, pour moi. On nous a dit, plus tu es digital, plus il faut voir le revers de la médaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus tu es digital, plus tu es attaquable. Moi, je pense Oui. qu'on peut mettre en place cette évaluation. C'est-à-dire, qu'en penses-tu? C'est-à-dire il faut être très, très, très dur, hausser le niveau de la protection contre l'équivalent des cyberattaques. Oui, tout à fait. Nous avons vécu l'expérience. Nos mauvaises expériences, il faut qu'on les partage aussi. Il y a quelques années, nous avons fait pendant 3 années successives une évaluation des enseignements au sein de la faculté et avec des résultats très instructifs, avec des étudiants qui ont joué le jeu, etc., avec des enseignants à qui on a envoyé les résultats de ces évaluations, de leurs modules, etc. Jusque-là, tout va bien. Et il y a eu les hackers. Et donc, un hacker a mis la main sur ces évaluations-là parce que notre système n'était pas suffisamment protégé contre ces hackers et il l'a mis librement à la disposition des étudiants. Je ne vous dis pas l'impact négatif que cela a pu avoir. Ce n'était pas du tout le but. Et donc, c'est une leçon à retenir pour toujours. Donc, dans le centre d'examen, il n'y a pas de, c'est un réseau interne et il n'y a pas du tout de possibilité d'aller vers l'extérieur. Mais le terme jamais du tout, etc., il faut apprendre à être très prudent et ne jamais être trop sûr de soi. Exactement. Alors écoute, tout à l'heure, on te pose la question dans le chat. Une faculté qui ne s'est pas encore mise sur l'évaluation digitale. Quels sont les cours réels pour cette transition vers les digitales? C'est-à-dire, quel est le Mhm. cahier de charge pour une faculté qui veut commencer l'évaluation digitale? Le cahier de charge est d'abord pédagogique. Et donc, ce qu'on a fait et que beaucoup d'autres facultés ont fait, peut-être même avant nous, c'est d'organiser des réunions ou des formations de docimologie. Et donc, pour faire des choix pédagogiques d'abord et utiliser l'outil. À chaque fois qu'on discute tous les deux, on parle de simulation et de l'utilisation de la simulation comme moyen pédagogique. Là aussi, ces examens numérisés sont des moyens d'évaluation, de simplification, de standardisation, de quête de l'équité, etc. Tout ce qu'on veut, mais ce sont des moyens. Donc, il faut que ça vienne de la volonté de chacun d'améliorer les choses et de côté pédagogique d'abord. Après, il y a deux possibilités. Aller vers des solutions clés en main, ce que beaucoup ont fait. Et là, on a le choix entre deux possibilités, acheter des systèmes ou recourir à des systèmes donc libres comme ceux qui existent dans Moodle, mais qui sont améliorables puisque on peut ajouter des plugins, etc. et aller plus loin par rapport à ce qui est déjà disponible ou développer ses propres moyens d'évaluation. Mais il y a des standards
le correcteur automatique. Maintenant, toutes les facultés de notre université à côté qui ne l'ont pas programment leurs examens, leurs concours de telle sorte qu'ils puissent utiliser le nôtre. Donc, on n'est pas forcé d'investir tout de suite, mais on peut mutualiser en sachant ce qu'il y a autour de nous. Alors, tu l'as bien dit, c'est-à-dire il n'y a pas de solution sans formation des utilisateurs. C'est très important de penser ça. Et tu as dit aussi que, c'est-à-dire cette jeune génération, la next gen, ils seront plus à l'aise dans ces outils par rapport à nous qui sont dans la transition. On est complètement d'accord. Alors, il y a une question de Norm Carey qui est très importante. Je pense ça revient, ça rejoint la question qui t'est posée sur l'IA. Etlik, est-ce que vous avez réussi à digitaliser l'évaluation même dans les questions rédactionnelles? Et qui est-ce qui le dérange? Est-ce qu'on corrige sur la chronologie? Est-ce qu'on doit tenir compte de la chronologie parce que le raisonnement est important ou là, juste on analyse les mots-clés par-ci, par-là? L'expérience d'analyser les mots-clés a été faite dans d'autres pays. Je connais l'un des évaluateurs du concours d'internat en France d'une des sessions, qui m'a raconté qu'ils étaient tombés dans un piège de débutants et que c'était une leçon pour toujours. C'est qu'ils ont utilisé un système informatique qui détecte les mots-clés et qui donne des points en fonction donc de l'utilisation de ces mots dans la bonne question. Mais comme les candidats sont toujours malins, ils ont reconnu le système ou quelqu'un leur a dit que ça se passait comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est qu'ils ont commencé à mettre tous les mots-clés possibles dans chaque question. Et donc, ils mettaient le mot-clé et son contraire et le maximum de mots-clés. Comme ça, le système reconnaissait l'existence du mot-clé dans la réponse à la question et donnait des points. Donc, ce système basé sur les mots-clés simplement, ça ne marche pas. Donc, les systèmes actuels, les développements actuels, c'est ce qu'on a testé, encore testé en examen, donc en phase test, en bêta. C'est qu'on a maintenant l'analyse de la structure de la phrase tout entière et non pas l'analyse des mots-clés. Il y a des systèmes qui sont déjà développés dans ce sens et l'intelligence artificielle aide largement à le faire. On tient compte même des difficultés de langue, si c'est une erreur de grammaire ou de conjugaison ou de syntaxe, etc. On peut les tolérer et paramétrer le système pour qu'il accepte jusqu'à un certain niveau. Et donc, l'évaluation ne se fait pas par mots-clés, mais se fait dans du texte contextualisé et toute une structure de phrase. Alors, Tarek, est-ce que ça peut marcher pour les concours où il y a beaucoup de candidats? Le concours d'internat, le concours de résidence. Est-ce que c'est faisable? C'est l'un des intérêts majeurs. C'est d'être équitable, juste et donner un feedback. Imagine, donner un feedback individuel à chaque candidat, c'est-à-dire le retour de sa copie avec les raisons pour lesquelles il a eu telle ou telle note, en soulignant, etc. C'est extraordinaire et sur un grand nombre de candidats. Maintenant, nos concours sont gérés par des textes de loi. Et à chaque le type d'examen, je ne sais pas pourquoi la loi est allée si dans les détails jusqu'à ce point, en nous disant comment passer les examens dans le détail. Le concours d'agrégation, de recrutement de maîtres de conférences, là aussi, on a toutes les étapes et pendant des années et des années, on a continué à écrire sur les transparents et à projeter avec le rétroprojecteur, etc. Il faut oser utiliser les nouvelles technologies. Et maintenant, quand on utilise les PowerPoint dans ces concours, etc., on se dit pourquoi on ne l'a pas fait depuis très longtemps. Là aussi, dans ces concours, il faut que ça change et le changement viendra de chez nous, je pense, parce que ceux qui ont écrit le texte de loi attendront qu'on réagisse pour qu'ils les changent. Tout à fait. Alors, j'imagine qu'avant de déployer cette solution d'évaluation digitale dans ta faculté, vous avez dû peut-être former les enseignants à ça. Donc, il y a une question sur le chat qui te pose la question suivante. Comment vous avez formé vos enseignants à ces nouveaux outils?
Oui, il y a plus, ce n'est pas une formation en d'un seul tenant. C'est plusieurs étapes. On a à la faculté depuis plus de 10 ans l'obligation de passer un DU de pédagogie pour passer l'agrégation. Donc, maintenant, 80% de nos enseignants sont devenus enseignants après cette mesure-là. Et donc, tous ont fait des cours de docimologie, etc. Et les anciens ont beaucoup de bagages, d'expérience, etc., qui fait que maintenant c'est accepté par tout le monde et qu'il y a une formation qui s'est généralisée progressivement. Mais il y a toujours du nouveau. Et dans ce nouveau-là, on a maintenant un certificat qui commence en janvier, Inch'Allah. On commence avec tous les enseignants de pharmacie, parce qu'ils sont moins nombreux et que c'est spécifique. On va commencer l'enseignement de l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins pédagogiques et à des fins de recherche, simplifiées pour le pharmacien. Puis on passera pour le dentiste et pour le médecin. Et donc, il faut suivre l'évolution des choses. Ça va très vite et on fait de notre mieux pour essayer de rattraper le retard. Donc, comme on dit, il faut monter à bord du train tant qu'il est sur le quai, parce que s'il quitte la station, ça va être trop tard. Donc, Oui, c'est le moment vraiment de s'y mettre dans le digital. Alors, j'ai une question oui. de notre très cher ami Ahmed. Permets-moi, s'il te plaît, de remercier un enseignant, un jeune enseignant qu'on a au sein de la faculté. Parce que dans beaucoup de choses citées ici, c'est professeur Zakaria El-Alemi, qui est un ingénieur, donc un spécialiste en intelligence artificielle, et qui est enseignant à la faculté de médecine, et qui est derrière le montage de plusieurs formations d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il fait des cours pour les étudiants, mais aussi des formations pour les enseignants. Le fait qu'il soit enseignant de la faculté aide beaucoup. Et en plus, il faut le cloner peut-être, cette personne, pour l'avoir dans Oui, les facultés. Il oui. va falloir faire étudier nous, mais qu'il le clone. Alors, non, tabarakallah, allez, ça se voit le résultat effectué par toute ton équipe et particulièrement par Sila Alem. Alors, j'ai une question de Sidi Ahmed Hassan Adib qui est là avec nous. Ben, déjà, il te félicite et il te dit comment valoriser tout ce que vous avez fait et ce qui se fait en matière d'évaluation et comment tu vois les possibilités d'agréger les efforts et les émuler. Elle dit toujours des interventions pertinentes. Merci beaucoup pour cette intervention. Elle est pertinente à plus d'un titre. Parce que les efforts multipliés, chacun de son côté, font qu'on fait les mêmes erreurs, que parfois on travaille sur la même priorité, alors que si on se répartissait la tâche, peut-être qu'on irait plus rapidement et plus efficacement, qu'on comparerait nos données. Donc, c'est pertinent à plus d'un titre. Je choisirai un exemple. Il faut qu'on franchisse le pas et qu'on le fasse ensemble. Un exemple, c'est la constitution des bases de données de QCM, par exemple. Les QCM, tant qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux et classés par thème, par mots-clés, par degré de difficulté, par public cible, etc., on ne peut pas les utiliser efficacement pour des évaluations parce que les étudiants finissent par apprendre sur les QCM et ça nous éloigne de l'objectif. Et donc, l'un des moyens, c'est de générer dans chacune des facultés des centaines, voire des milliers de QCM et de les mettre ensemble. Et si à ce moment-là, nos étudiants, on peut les mettre à leur disposition, s'ils maîtrisent toutes les réponses à tous ces milliers de QCM, tant mieux pour eux, ils n'ont qu'à avoir des 20 sur 20 et on le donnera 20 sur 20 avec grand plaisir sur la base de ces QCM. Donc, il faut qu'on partage ce qu'on produit ensemble. Pour terminer la réponse à cette question, lors de collaborations internationales, je me dis internationale, pourquoi pas nationale, en allant voir dans d'autres universités, on nous dit on peut collaborer avec vous, mais à condition qu'on mette ensemble moi, j'ai été vraiment marqué par cette remarque, qu'on mette ensemble nos cas cliniques. Ça nous prend énormément de temps d'élaborer des cas cliniques. Et si vous voulez qu'on mette à votre disposition certains outils technologiques qu'on a développés, mettez à notre disposition vos cas cliniques. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. On ne va pas le faire avec l'étranger alors qu'on ne le fait pas entre nous. Donc, il faut qu'on le fasse entre nous.
Je pense que le Maroc, il est plein, plein, plein de bonnes personnes qui sont pleines de bonne foi. Il faut juste une petite organisation, travaillant au sein d'un comité élargi, et je pense que ça devrait se faire. Alors, Tariq, je pense que Hakimi a gagné le Ballon d'Or. Ah, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, je te Très dis bien. au plat oui binaire. Ah oui, Tu sais que oui. tu prépares. Il est venu avec Slam, donc je me disais, Donc, c'est un indice. en fait, j'ai demandé à mon fils, Rostan, une fois que j'ai le résultat, c'est quel message que je suis sur webinaire et je pense qu'il a gagné. Voilà. Bien. Bien, c'est une bonne Très nouvelle. bien. En plein webinaire. C'est une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Alors, Tariq, on continue sur une question. Alors, ça, c'est intéressant. Mais je vais dire la question différemment. D'abord, si j'ai bien compris, vous êtes passé directement de l'évaluation, on va dire, sur papier à une évaluation digitale. Directement. Est-ce qu'il y a eu une période de, on va dire, de passage Non, mais progressif? pas la phrase passée. Ce n'est pas, c'est en phase test. D'accord. Parce que la question de Pardon, ça a oui, coupé. c'est-à-dire, là, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez pu, comment vous pouvez les comparer en fait, si on passe directement d'une étape à l'autre? Est-ce qu'il y a des outils de comparaison entre le système ancien et le système digital? Oui, oui, bien sûr. L'une des choses que Monsieur Ezemi, l'ingénieur qui est en train de développer avec nous cette plateforme, a demandé, c'est qu'il récupère nos anciens examens. Donc, il a demandé à récupérer les archives pour justement tester les mêmes outils sur des évaluations anciennes, voir la concordance dans les résultats, etc. Et s'il y a discordance, voir si ces discordances viennent d'insuffisance du système manuel ou avoir une autre explication. Donc oui, il y a moyen de comparer si on a nos archives et la loi nous oblige à avoir des archives, donc on peut les utiliser pour la comparaison. Très bien. Alors, alors ça, c'est plus une remarque parce que Huda Obja de Rabat, il te dit, bah, il est temps de se mettre dans l'IA, bah, sinon on sera, entre parenthèses, largué. Je suis complètement d'accord avec toi, Laoud. Par contre, j'ai une Oui. question de quelqu'un que j'ai connu, que j'ai connu beaucoup, surtout dans la dernière Simca que j'ai apprécié beaucoup, c'est Madame Amel Jimou. Tu as tous mes bonjours, Amel. Merci encore et encore et encore. Et j'ai le grand honneur Oui, de poser ta question, Amel. En fait, Amel te pose la question suivante. Pour la solution que vous utilisez pour l'évaluation numérique, où sont sauvegardés les résultats? Quel est le degré de oui, sécurisation, pardon, des données et des banques de questions? très bien. Merci beaucoup, professeur Timo. Je partage avec toi toute l'estime que j'ai pour elle. Et donc, on n'a pas de banque de questions, malheureusement. C'est un défi. Il faudrait qu'on organise des ateliers de production de questions. Il y a l'intelligence artificielle qui aide à produire des questions. Donc, le syndrome de la page blanche où on reste 30 minutes sans réussir à écrire de nouvelles questions, on peut le franchir grâce à l'aide de l'intelligence artificielle et on peut adapter ces questions. Donc, on n'a pas pour l'instant de banque de questions, c'est une lacune. Par contre, le degré de sécurisation passe par deux choses, sécurisation électrique et sécurisation informatique. Électrique, on a installé les groupes électrogènes, on a installé la protection contre les changements de tension, etc. Stabilisateur. Donc ça, c'est d'un côté Ils ont un dit là. stabilisateur. Ils ont dit là. Les ondes, tout à fait. Ah, j'ai eu ce creux. Et la deuxième chose, c'est on a un système informatique avec double serveur et pas de lien entre les serveurs. Je n'arriverai pas à expliquer le mode, mais les informaticiens m'ont expliqué que si on avait deux serveurs en liaison permanente, le virus qui attaque le premier peut attaquer le deuxième. Donc, il y a un système de protection et il y a des firewalls pour éviter donc les attaques. Donc celui qui voudrait détruire le système ou le hacker, il devrait passer par plusieurs étapes et c'est cette multiplication des étapes qui rend le système plus fiable. Très bien. L'autre point,
On s'est beaucoup posé la question et je les remercie, Monsieur Kamal Barada du du centre informatique, de chef de service informatique chez nous et son équipe nous ont dit clairement, il y a une question de responsabilité. Vous pensez beaucoup aux hackers externes. Nous, on veut que personne ne doute de nous un jour. Et donc, il faut que le système protège les questions, etc., même contre les acteurs internes, mais malgré toute la confiance qu'on a en eux. Et c'est eux-mêmes qui ont soulevé la question pour nous dire il faut que le système prévoit une sécurité même vis-à-vis des acteurs internes. Et donc, il y a des mots de passe, il y a un système qui a été validé par un évaluateur externe pour pouvoir les utiliser. L'université, on l'attend prochainement, a créé un comité d'évaluation de la sécurité des systèmes informatiques dans les facultés. Ils sont en train de faire la tournée et on attend notre tour pour voir si ce qu'on a fait correspond à toutes les normes qu'ils ont établies. Alors, Tariq, pour respecter le temps, il est 21 heures, mais quand même, je vais te poser une dernière question, ce qui me semble intéressant. Bon, on a pensé à former les enseignants à cet outil d'évaluation. A-t-on pensé aussi à l'évaluation des étudiants à cet outil d'évaluation? Oui, oui. Et donc, depuis qu'on a utilisé ce système pour la première fois, l'année dernière, et ça s'est terminé en septembre, puisque les deuxièmes sessions étaient en septembre, on a donné aux étudiants la possibilité de nous donner leur feedback d'abord. Et parmi les choses qu'ils ont citées, c'est ils sont inégaux devant l'informatique. Pas l'informatique sophistiquée. La vitesse à laquelle ils tapent est différente. Oui, Et donc, certains nous ont dit, je suis défavorisé quand je tape par rapport à l'écriture et par rapport à mes amis qui tapent plus rapidement. Et donc, c'est pour cela qu'il faut prévoir tout ça et faire une évaluation initiale. C'est comme on a comparé à l'écriture. Certains écrivent très bien, soulignent, ils mettent des couleurs, etc. Ils ont tendance à avoir de meilleures notes que ceux qui écrivent de façon presque illisible. Même si le contenu peut être meilleur chez celui qui a écrit de façon illisible. Je ne généralise pas, mais la forme ne donne pas une idée précise sur le fond. oui. Et donc, les systèmes informatiques actuels dont je parle, cette numérisation-là, permet de transformer toute l'écriture de tout le monde en digital. Et donc, on surpasse cet obstacle-là, et c'est aussi un avantage. C'est très clair. En tout cas, Tariq, vraiment, vraiment un plaisir de t'écouter. Un webinaire, waouh, vraiment, on a beaucoup appris. Si tu as peut-être des mots-clés à nous faire passer, بحال take home messages, ou là, on est déjà at home. Qu'est-ce que tu penses? On est donc les messages à exporter Important. Voilà. dans nos établissements, c'est qu'on doit travailler ensemble. Moi, je retiens ça. C'est très important. Le deuxième message, c'est que c'est un outil et il faut d'abord la docimologie, d'abord savoir ce qu'on veut à travers cette évaluation. Et ce qu'on veut à travers l'évaluation sous-entend qu'on a déjà des objectifs de formation qui sont clairs, établis et évidents. Il ne faut pas aller dans le tout numérique. J'ai reçu hier un très bel article d'un ami qui me disait, bon, l'article disait que le numérique risque de nous faire oublier l'examen clinique de nos patients et que l'examen clinique est important, etc. Ça, on l'oublie pas du tout. On cherche à numériser, à améliorer d'autres aspects, mais il a raison de le souligner. Il faut pas aller dans le tout numérique et oublier certains bons réflexes, etc. Et utiliser tous les moyens pour sécuriser ce qu'on est en train de faire et l'évaluer. Le titre, c'était l'évaluation. Il faut qu'on évalue ce qu'on est en train de faire. C'est pas parce qu'on a pensé que c'était mieux que c'est forcément mieux. Et c'est par ça que je vais terminer. En tout cas, merci infiniment, Tariq. C'était vraiment pertinent, fluide, enrichissant, mais vraiment, on a beaucoup appris. Merci à toutes les personnes qui sont restées avec nous dans le chat, dans le YouTube aussi. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis sur YouTube. J'espère que vous appréciez ces séries de webinaires faites par moi aussi. On vous donne rendez-vous
pour le webinaire prochain, c'est le mois de décembre. Et ça, c'est un webinaire vraiment particulier parce qu'il va se faire en langue arabe. Peut-être ça, ça va te plaire Hein? aussi, Tariq, oui. Ah, je serai parmi vous, Voilà. Inch'Allah, Donc, il y pas aura uniquement lieu, pour l'arabe, mais pour la pertinence de vos alors, sujets. il aura lieu déjà le jeudi 17 décembre. Donc, retenez bien la date. Où le sujet, ça va être en arabe par un très grand ami, un grandissime expert au Qatar, c'est le professeur Abdullah Sababha. Alors, le sujet, c'est المحاكاة في التعليم الصحي نحو تعزيز الكفاءات وضمان الجودة. المحاكاة في التعليم الصحي نحو تعزيز الكفاءات وضمان الجودة. وهذا الويبينار هذه الندوة هذه غتكون تحت إشراف السيد يونس بوشاب. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le 17 décembre pour un webinaire encore exceptionnel. Il y a d'autres webinaires qui arrivent l'année prochaine, encore très intéressants. Je garde tout ça en surprise, Inch'Allah. En tout cas, Tariq, merci beaucoup. Allah يجزيك بالخير. Merci, c'est moi qui vous remercie tous et je remercie tous ceux qui ont posé des questions aussi. C'était pertinent. Je sortirai avec de nouvelles idées à travers ces questions-là. Merci beaucoup. Slama, Slama Tariq, Slama tout le monde. Allez, bonne soirée. Tariq, même la fille a gagné le CAF Award. Même, Ah, il s'appelle comment? La check fille. note. L'autre, la capitaine de l'équipe, elle s'appelle comment? Ah, et Bono aussi a gagné. غزلان غزلان بونو. Rizlan Rizlan Shubak, Shubak voilà. Eddie nous a Et sauvé. Bono aussi a remporté le prix Voilà, meilleur tu as gardien. le jackpot. Très bien. Voilà, salam alaikum. Bonsoir. Et Allah, Bye. tabarakallah alaikum. Bye. Merci à tous. Bye. Slama. Slama.